Vous écoutez Face à l'employeur. Face à l'employeur, c'est le nouveau nom du podcast. Un format pensé pour donner aux salariés les clés, les réflexes et le courage de se défendre grâce aux conseils et aux histoires vraies des avocats du cabinet Howard. Aujourd'hui, on va parler d'une femme qui avait tout fait pour s'en sortir. Une mère célibataire qui, malgré une vie extrêmement difficile, avait réussi à construire une carrière solide dans une grande entreprise publique. On va voir laquelle. C'est une femme qui a gravi les échelons, qui n'a jamais rien demandé à personne, jusqu'au jour où un événement pourtant heureux, une grossesse, va tout faire basculer. Alors, ce qu'elle traverse ensuite, aucune salariée ne devrait le vivre. Et pourtant, pendant plusieurs années, elle va être lentement poussée vers l'isolement, l'inutilité, puis l'effondrement physique et psychologique. On appelle ça le bore-out. Vous connaissez ? Est-ce que vous comprenez à quel point c'est difficile ? Comment une entreprise peut-elle détruire quelqu'un de l'intérieur ? Et comment, à l'inverse, la justice peut éventuellement reconstruire ce que le travail avait brisé ? Pour en parler, je suis avec toi, Marlon, avocat qui s'occupe exclusivement de la défense des salariés. On va remonter ensemble ce parcours, étape par étape. Bonjour Marlon. Bonjour Marian. Alors, Marlon, avant que tout ne dérape dans cette histoire, qui était cette salariée ? Qu'est-ce qu'elle faisait ? Quel était son quotidien ? Alors cette, jeune femme est une femme qui a émigré en France, sans rien et qui s'est toujours battue pour réussir. Elle a été abandonnée, notamment par son mari avec un enfant en bas âge, mais elle s'est dit: «Je vais me battre pour cet enfant» et elle a été embauchée très rapidement à la SNCF où, elle a commencé au plus bas échelon et elle a gravi les échelons, les uns après les autres, année après année, grâce à son professionnalisme. Elle était, dans tous ses entretiens professionnels, elle était unanimement félicitée. C'était une étoile montante, au sein de la société. Donc une personne qui avait D'accord, vraiment mais le couteau entre les dents et qui avait la rage de vaincre et de réussir. ok, donc un atout pour l'employeur. Exactement. Et à quel moment cette histoire bascule et comment est-ce que c'est possible dans cette société ? Parce qu'on parle quand même d'une grosse société. À quel moment ça bascule ? On parle d'une grosse Comment ? société, on parle aussi de la société française, où toute discrimination est interdite. Et concrètement, son histoire va basculer lors de sa, 1re grossesse, alors qu'elle est embauchée à la SNCF. Elle tombe enceinte, elle part en congé mat et tout va basculer à son retour de congé maternité. À son retour de congé maternité, tout simplement, son poste a disparu. Elle n'a plus de poste et on lui propose des postes qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle faisait auparavant et ensuite on l'a contraint tout simplement de venir au travail, de mettre sa tenue, son uniforme, de travail et d'attendre dans la salle avec, la salle de repos, des salariés de la SNCF. Et tous les jours, elle arrive au travail et cette femme attend. Et tous les jours, elle alerte son employeur. Elle lui dit qu'elle en peut plus. Je sais pas si tu te rends compte ce que ça veut dire, c'est que elle arrive au travail, en réalité, elle se déguise pour ne rien faire, en réalité. Et voilà, ça a été une situation terrible pour cette femme qui s'est toujours battue et qui a été stoppée dir unilatéralement dans sa carrière, uniquement du fait qu'elle ait osé s'absenter pour son congé maternité. Donc on parle quand même de la SNCF. Elle part en congé maternité, elle revient, son poste a été supprimé, et en fait, concrètement, côté employeur, ils ont du mal à la replacer. Ils ne savent pas comment la replacer, alors qu'à la base, c'est quand même un asset. Enfin, je veux dire, c'est quand même un atout pour l'entreprise, quelqu'un qui a réussi à travailler et à monter à la force de ses bras dans la boîte. En fait en fait, oui, tu Euh, as raison, mais ils ont fait en sorte de faire semblant de la reclasser. Ils lui ont dit: «Écoute, on va te faire, passer des formations, comme ça tu vas pouvoir atteindre ce poste» et donc elle passait ses formations et en fait, on lui proposait pas le poste ensuite. En fait, il faisait mine de proposer des choses, mais c'était juste, de la poudre aux yeux en réalité. Il n'y avait rien de concret derrière les propositions, mais de fait,
Dans les faits, cette dame, à part les quelques actions des RH qui n'ont servi strictement à rien, cette dame ne faisait strictement rien. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré près de 2 ans, 2 ans d'horreur où, cette dame, dans un premier temps, a été, bien conseillée puisqu'elle a été voir un avocat qui lui a dit: «Écoute, les obligations principales au titre d'un contrat de travail, c'est quoi? C'est de payer un salaire et donner du travail. Là, il manque à leur obligation à une de leurs 2 obligations principales, donner du travail. Ils vous donnent pas de travail, on va saisir en résiliation judiciaire». Et donc elle a vu un premier avocat, ils ont saisi en résiliation judiciaire du contrat de travail en demandant que les effets de cette résiliation judiciaire soient un licenciement nul, du fait de la discrimination et en réalité du harcèlement qu'elle subissait. Parce qu'il y a de la discrimination, il y a une situation A qui est celle avant son congé maternité, une situation B qui est celle après son congé maternité. La seule différence qui a Mmh. fait amener de la situation A à la situation B, c'est juste le congé maternité. Donc vous avez les éléments objectifs de la discrimination et aussi la jurisprudence a reconnu de nombreuses fois que la mise au placard, entraînant notamment un bore-out, était constitutif de harcèlement moral. Donc elle a Attends, la oui, excuse-moi? alors avant d'aller plus loin, avant d'aller sur, les résultats, est-ce que tu peux nous en dire plus pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas formés au niveau juridique? Nous en dire plus sur ce que c'est la résiliation Oh, judiciaire qui était demandée, mmh. ce que c'est qu'un licenciement nul et ce que c'est qu'un départage? Alors, donc concrètement, la ré quand vous êtes en tant que salarié, vous savez que votre employeur manque à ses obligations, au titre de son contrat de travail. Au titre du contrat de travail, en fait, il y a des obligations pour le salarié, des obligations pour l'employeur. Quand les manquements sont trop graves, vous pouvez aller voir le juge et lui dire: Écoutez, juge, ces manquements sont trop graves, je veux que vous décidiez la rupture de mon contrat de travail». Et en fait, le conseil de prud'homme, qui est compétent dans ce cas, va estimer si oui ou non, le contrat des manquements invoqués par le salarié sont graves et qu'ils valent une résiliation et qu'ils donnent la résiliation du contrat de travail. En fait, c'est exactement comme quand votre employeur vous licencie, il estime que des faits sont graves et donc du coup, il vous licencie et le conseil de prud'homme va estimer si c'est valide ou non. Et ben là, c'est la même chose, mais pour le salarié. Le salarié estime que l'employeur a fauté et donc il va demander au juge, de constater que du fait des manquements de l'employeur, le contrat de travail est rompu. Et pour ce qui est du licenciement nul, c'est qu'en réalité, quand vous obtenez la résiliation judiciaire du contrat de travail, cette résiliation prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, vous savez que, Macron, je l'ai répété dans plein de vidéos, dans plein de podcasts, Macron a plafonné les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction de l'ancienneté du salarié. Cependant, si on arrive à prouver des motifs discriminatoires ou des motifs liés au harcèlement ou une atteinte à un des droits fondamentaux du salarié, vous arrivez sur de la nullité du licenciement. Et quand on obtient la nullité du licenciement, les dommages et intérêts, c'est 6 mois de salaire minimum et il y a pas de maximum. Le maximum, c'est en fonction du préjudice. Et donc là, c'est très intéressant d'obtenir un licenciement nul, bien plus intéressant qu'obtenir un licenciement un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et pour revenir à ta troisième question, parce que tu as, mmh, tu as été très rapide. Quand, un conseil de prud'homme n'arrive pas à trancher lors de l'audience du bureau de jugement, quand les 2 conseillers prud'homaux employeurs n'arrivent pas à se mettre d'accord avec les 2 conseillers salariés pour prendre un jugement, l'audience enfin c'est renvoyé à une audience de départage. L'audience de départage, c'est une audience qui est réalisée par un juge professionnel, un magistrat qui a fait l'école de la magistrature, donc qui a fait des études en droit et cetera et qui va être là pour trancher le litige. Dans la théorie, c'est super parce que c'est vraiment un jugement extrêmement bien, fondé en droit, normalement. Mais dans la pratique, c'est un enfer parce qu'en réalité, il n'y a pas assez de juges départiteurs et par exemple à Paris, comme c'était le conseil de prud'homme qui nous intéressait là, les audiences de départage sont, renvoyées alors que dans les textes de droit, on vous dit que c'est environ 4-5 mois, 6 mois maximum. Et bah, là, ça a été les délais pour avoir la chance d'avoir une audience devant un juge de départage, c'est environ 2 ans, entre 1 an et demi et 2 ans.
Donc, Alors ça va m'amener à une autre question après. Je t'interromps, désolé. vas-y, je Dis-moi si ma t'écoute. question elle va sur ce que tu allais orienter. Ça m'amène à une autre question après, c'est à quel moment toi tu es rentré dans ce système de, tu es intervenu dans ce parcours juridique et à quel moment enfin et l'impact que ça peut avoir, une telle durée pour cette pauvre employée? Alors, c'est très simple. Moi, je suis arrivé dès le délibéré de la première audience de bureau de jugement du conseil de prud'homme. En fait, cette dame a été défendue par un avocat, dans pour la première audience. Le conseil de prud'homme a décidé de renvoyer en départage et elle est venue me voir après cette décision de renvoi en départage. Donc j'ai repris le dossier de A à Z, je l'ai retravaillé, j'ai rajouté des éléments pour, la défendre, au mieux, sur ce que j'estimais moi être, la meilleure des défenses. Et le problème, c'est qu'ensuite, une fois que c'était envoyé, une fois que c'était rédigé et envoyé à la partie adverse, il a fallu attendre. Et il a fallu attendre très longtemps, très, très, très longtemps. Et le problème, c'est que cette dame, le problème, c'est que quand vous êtes en résiliation judiciaire du contrat de travail, vous êtes toujours salarié de l'entreprise. Et en fait, cette dame continuait à aller au travail et continuait à rien faire. Et en réalité, j'ai été extrêmement, choqué lorsque je l'ai retrouvée à l'audience de départage. Je me rappelle, on a bu un verre avant l'audience pour, évaluer la stratégie et cetera. En tout cas, parler de la plaidoirie et je voulais un peu la coacher pour lui dire comment ça se passait et cetera. Et en fait, elle ne parlait plus ou elle parlait de manière très hachée et elle s'est excusée 1000 fois en me disant que, du fait de cette souffrance au travail, du fait de cette mise au placard, elle avait fait un AVC et qu'elle avait failli mourir et qu'elle sortait de 2 mois d'hôpital. Et donc ça a été un choc, ça a été un terrible choc, et ça donne quand on voit ça, envie de se battre et de tout mettre de mettre toutes nos forces pour se battre pour cette personne. Et c'est ce qu'on a fait, il fallait se battre parce que cette personne maintenant avait droit à des indemnités, à des indemnités, à des dommages et intérêts qui compensent le préjudice énormissime qu'elle avait subi. C'est une jeune femme brillante, une jeune femme, la première fois que je l'ai vue, qui avait le couteau entre les gants, là, entre les couteaux entre les dents, le couteau entre les dents pour se battre et pour tout donner pour ses enfants. Elle apportait les pièces, elle était ultra vive et 2 ans après, c'était, une personne amoindrie et en accident de travail. Ouais, le bore-out, souvent c'est un peu pris à la légère, mais ça ben, dans ce cas précis, c'est allé manifestement très, très, très loin. Heu et la médecine du travail est intervenue? Alors la médecine du travail n'est pas intervenue, dans l'affaire parce que, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que, une fois que, j'ai eu le jugement gagnant du conseil de prud'homme, donc j'ai obtenu des dommages et j'ai eu bien évidemment la nullité du licenciement pour harcèlement moral et discrimination, c'était difficile, hein, mais on l'a obtenu et on a obtenu des dommages et intérêts très importants. Fort de ce jugement, j'ai pu le verser en pièces parce qu'elle, elle voulait faire reconnaître son burn-out comme maladie professionnelle. Une fois que j'ai obtenu le jugement de départage qui reconnaissait, le harcèlement et la discrimination et donnait des dommages et intérêts très importants à cette femme menait un autre combat. Elle voulait mener le combat face à la CPAM, donc la sécurité sociale, qui ne voulait pas reconnaître que son burn-out était une maladie professionnelle. Et en fait, avec ce jugement du conseil de prud'homme, j'ai pu aller devant le tribunal judiciaire et et montrer au juge que cette dame avait subi de la discrimination et du harcèlement qui avaient causé son burn-out et que c'était pas moi qui le disais, c'était un juge départiteur, donc un magistrat, professionnel. Et donc le tribunal judiciaire a reconnu que le burn-out de cette femme était une maladie professionnelle et donc elle a eu le droit à tous les avantages liés à la maladie professionnelle ou à l'accident du travail. Et aussi, c'était très important pour moi,
de faire reconnaître la maladie professionnelle parce que mon idée, c'était d'obtenir des dommages et intérêts supplémentaires à cette personne et quand j'ai obtenu la maladie professionnelle, j'ai dit directement à ma cliente: «On va saisir le tribunal judiciaire pour faire reconnaître la faute inexcusable de la SNCF». Parce que la SNCF, vous l'avez alertée plusieurs fois du danger, vous l'avez alertée que, vous étiez en grande souffrance, que vous n'aviez plus de poste depuis votre retour de congé maternité et ils n'ont rien fait et les conséquences de cette abstention de faire, les conséquences de cela, ça a été, bah, un AVC. Ça a été une souffrance, ça a été un taux d'incapacité pour cette personne parce qu'elle n'est plus jamais ça ne sera plus jamais la même personne de ce qu'elle est de celle qu'elle a été, avant, avant son congé maternité et ça, c'est terrible et c'est pour ça en reconnaissant la faute inexcusable, l'idée, c'est de majorer, au maximum ses rentes et de pouvoir avoir accès à un médecin expert qui va, diligenter une expertise et pour voir tous les dommages qu'a subi cette personne pour qu'elle soit justement indemnisée. Donc c'était essentiel de faire ça et là, on est en cours de, de bataille, j'ai envie de dire, pour obtenir le maximum de dommages et intérêts pour cette personne. Maintenant, plus devant le conseil de prud'homme, mais devant le tribunal judiciaire grâce à la faute inexcusable et j'aimerais te donner une anecdote parce que pour te montrer à quel point c'était horrible, c'est la situation de cette personne. Ça devait être peut-être Vas-y. 1 an et demi après, après sa reprise, donc elle va au travail, elle s'habille, et elle attend dans la salle, des salariés et en fait, ils ont fermé la société, elle a été bloquée. Elle a été bloquée dans la salle pendant Mais des heures genre, et des heures. Ils l'avaient ah oui, invisibilisée. C'est une personne qui a été totalement invisibilisée par son employeur et ça a eu des conséquences extrêmement graves. mais des heures, genre toute la nuit? Je crois que c'était, ouais, toute la nuit ou au moins 4 5 heures, c'est une situation terrible. Bah oui, Donc on n'a voilà, aucune c'est reconnaissance vraiment une d'une s enfin, mmh. elle a pas travaillé la journée, personne ne l'a fait travailler et elle est tellement absente pour l'entreprise et tellement inintéressante qu'on referme la porte et qu'on l'oublie carrément à l'intérieur. Bah, ouais. C'est un truc qui arrive à des enfants en maternelle, c'est pas un truc qui arrive à des adultes au travail. Mais surtout des adultes dont la seule faute ont été d'avoir un enfant. C'est pour ça que je te dis que c'est horrible cette histoire, c'est qu'on l'a indirectement punie d'avoir été enceinte. C'est d'une tristesse, d'une violence inouïe, inouïe et c'est des cas comme ça qui te donnent envie de te battre jusqu'au bout, pour les salariés. Tu te dis: «C'est pas Alors, possible la souffrance». Les risques bah, psychosociaux sont oui. énormes. Bah, attends, je récapitule. On a passé au prud'homme toute la partie harcèlement moral, maladie professionnelle, résiliation du contrat, avec, tout ça, donc ça va lui faire un petit pécule de rente parce qu'elle est handicapée et la partie maladie professionnelle, elle va pouvoir, compter dessus pour une rente à vie aussi, j'espère. Oui, elle va avoir un taux d'incapacité. Il y a un taux d'incapacité Un taux d'incapacité, ouais, qui lui a été octroyé, par rapport pour indemniser ses séquelles qu'elle aura à vie. et par-dessus de ça, le combat est actuellement en cours au tribunal judiciaire pour la faute inexcusable. À ce stade, est-ce que tu as confiance sur ce dernier combat? Je présume que c'est le dernier? Ah oui, oui, j'ai plus que confiance parce qu'en fait, à partir du moment où vous montrez que vous avez alerté l'employeur, qu'il n'a pas agi et que vous avez été malade ou blessé sur le lieu de travail du fait de cette inaction, vous êtes en faute inexcusable. Donc on attend l'audience et on attend de plaider le dossier. Maintenant, il y a plus qu'à plaider le dossier, que le tribunal nous octroie une expertise et qu'elle puisse enfin être indemnisée de l'ensemble de ce à quoi elle a le droit. Parce que c'est une vie qui a été détruite en réalité et pas seulement une vie, c'est la vie de ses enfants, c'est voilà, c'est des ça a des conséquences ça a des conséquences que le seul conseil de prud'homme ne va pas indemniser en réalité. Alors, quels signaux peuvent alerter les employés qui vivent eux aussi une mise au placard ou une lente destruction professionnelle, parce que là c'est ça,
Et comment est-ce qu'ils peuvent se préparer avant de contacter un avocat? En fait, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que quand vous pensez qu'il y a un loup, en réalité, il y a 1000 loups. C'est-à-dire que quand vous estimez qu'il y a un manquement, que vous trouvez que quelque chose n'est pas normal dans une relation de travail, c'est que souvent vous avez raison et qu'il faut creuser. Quand vous voyez que vous arrivez au travail et qu'on ne vous donne on vous avez plus de mission, que vous ne faites plus rien, vous devez réunir le maximum d'éléments. Il faut réunir le maximum d'éléments. Alors, par exemple, pour prouver la mise au placard, vous allez faire quoi? Vous allez prendre des organigrammes avant et des organigrammes après, pour montrer où vous vous situez. Vous allez prendre votre boîte mail, vous pouvez prendre des photos de votre boîte mail avant, là, c'est par exemple dans le cas d'une discrimination, avant votre congé mat, après votre congé mat et en fait, vous montrez que vous ne recevez plus de mails. Vous réunissez toutes vous surtout vous alertez votre employeur. Ça, c'est un point enfin, un point extrêmement important à comprendre. C'est que votre employeur a une obligation de santé sécurité qui est une obligation de moyens renforcée. C'est-à-dire que votre employeur doit agir pour vous protéger, mais pour vous protéger, il faut que vous l'alertiez pour lui dire que ça ne va pas. Et donc, il faut que vous alertiez votre employeur. Là, la dame en question avait alerté son employeur. Mais il faut que vous fassiez des démarches positives, donc des écrits, pour dire: «Ça va pas, je suis depuis telle date, vous m'avez mis au placard, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça, je vous demande de régulariser la situation». Et en fait, c'est en alertant votre employeur et en voyant son inaction qu'on va arriver à prouver un manquement relatif notamment à l'obligation de santé sécurité. Donc il faut réunir le maximum de preuves, avoir le dossier le plus complet possible pour ensuite saisir le conseil de prud'homme. Et c'est ce qu'avait fait, ma cliente en question, elle avait il faut le savoir ça, c'est le travail d'un avocat, un dossier d'un client avec un avocat, c'est un travail d'équipe. On peut pas être des magiciens, c'est-à-dire qu'on va pas si on ne nous donne pas de pièces, on va pas pouvoir inventer. Par contre, donc le travail de réunion des pièces et d'explication des pièces à l'avocat est extrêmement important pour que ce dossier, qui est votre vie, vous ressemble. Merci Marlon pour ce récit. Alors je rappelle que Marlon dirige et gère le cabinet Howard, que vous pouvez trouver sur internet. Alors ce que cette salariée a traversé, c'est l'une des formes les plus silencieuses, mais les plus violentes de destruction professionnelle. L'effacement, l'isolement, l'inutilité quasiment imposée. Et grâce au droit, grâce à la ténacité d'un avocat et d'une femme qui refusait de disparaître, une partie de la vérité a été rétablie, la justice. Mais pour beaucoup d'employés, le combat continue. C'était Marian pour Face à l'employeur, le podcast du cabinet Howard. Si vous connaissez quelqu'un de mis au placard, quelqu'un qui serait concerné par cette situation, partagez-lui cet épisode.